C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez survécu à cette 51e canicule de l'été. Ça commence à être oh là là, fatigant pour le cœur. J'espère que vous, ça va. Et puis que vous avez apprécié l'épisode de vendredi. Je suis curieuse de vos retours. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous raconter avec des anecdotes la partie 2 de cette réflexion sur les gros tests du couple. En tout cas, les tests qu'on peut faire dès le début de la relation, je dirais, parce qu'il y a des choses évidemment qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Comment le conjoint ou la conjointe va se transformer après un premier enfant, etc. Enfin, parfois les gens se révèlent à des grandes étapes d'une vie, ça c'est clair et net. Je sais que j'ai lu plein de témoignages disant que la personnalité du ou de la conjointe avait aussi pu changer après le mariage. Ça, c'est des expériences que je n'ai pas, je vous crois tout à fait, je trouve que c'est hyper intéressant et je suis preneuse aussi de vos retours. Donc je vais vous raconter des choses que moi j'ai pu expérimenter et qui ont vraiment mis en lumière des comportements que je pouvais pas tolérer sur la durée. Le premier, je vous le racontais, c'était vraiment aller à un mariage en tant qu'invité qui pour moi est une loupe grossissante de ce que vous ressentez au sein de votre relation. Je trouve que c'est hyper intéressant de s'observer dans ce genre de moment. Mais bon, bah si on n'a pas de potes dans son entourage qui se marie, voilà, le test il est quand même très très précis et limité. On est d'accord. Un autre test qui ne vous étonnera pas parce que je pense que vous êtes tous fait la réflexion, c'est quand vous chopez une grosse crève. Et moi j'ai 2 exemples qui me font dire, alors le premier, grand narcissique, je l'ai compris avec le recul et parce que ma psy a fini par mettre des mots dessus. Le second, je me suis juste dit: «C'est pas quelqu'un qui pourra être un vrai partenaire de vie. Si j'ai des enfants en plus avec lui, j'aurai un gamin de plus, quoi». OK? Donc je vais vous raconter l'histoire la plus saisissante en premier parce que celle-là, mon Dieu, elle m'a marquée et c'est donc celle que je racontais à ma pote Mathilde qui avait ri, au dernier apéro qu'on a fait en disant: «Non mais aujourd'hui Paulette, tes critères en termes de mec, mais c'est lunaire quand on repense à ce que tu as accepté» et franchement, c'est trop drôle parce que c'est littéralement une version de moi-même qui n'existe plus. Parfois, je m'observe et je trouve ça génial, quoi. Je me dis: «Trop bien, tu as évolué» et puis c'était il y a des années, donc c'est normal, hein, d'évoluer comme ça. Mais je me dis: «Waouh, cette personne n'existe plus, and thanks God». L'histoire commence lorsque, malheureusement, je me chope une cystite. Les cystites, vous le savez, j'imagine, c'est extrêmement douloureux et celle-là, elle est, mais alors, particulièrement coriace. Elle l'est tellement qu'un soir vers 2-3 heures oh non, pas 3 heures du matin, je pense plutôt 2 heures du matin, j'étais dans mon lit, j'étais en train de pleurer de douleur. J'étais en couple quand même depuis un certain temps, c'était sérieux avec ce garçon-là. Je vous l'ai raconté dans l'épisode d'avant, on avait décidé de faire notre vie ensemble, on parlait de prénom d'enfant, de mariage, d'achat de maison. Lui m'avait dit que j'étais la femme de sa vie. Moi, je l'avais suivi en disant: «Bon bah, OK». L'enfer quand on y repense, mais bon bref, j'étais en couple, sérieux, adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Adulte finalement dans les projections, mais pas dans la réalité du tout. Parce que donc je suis dans mon lit, vraiment je pleure de douleur, j'ai du mal à avoir l'esprit clair parce que je suis vraiment plus que douleur à cause de cette cystite-là et je fais un truc que je n'avais jamais fait par le passé. Je me dis: «Je vais appeler mon compagnon qui habite, à genre 10 minutes de chez moi pour qu'il vienne, j'ai besoin de lui». Moi qui ai du mal à demander de l'aide, pour moi, c'était un énorme pas. C'est pour vous dire à quel point j'avais mal et sur le coup, je me suis dit: «Mais ça me soulage tellement de savoir que je suis pas seule et que voilà, il va m'aider quoi, tellement j'ai mal», pour vous dire. Je l'appelle, je le réveille évidemment et je lui dis: «J'ai mal, je suis en pleurs, est-ce que tu peux venir? Ça va pas du tout, du tout, du tout».
Bon, je le réveille, il est un peu grognon au téléphone, mais il me dit: «OK, j'arrive». J'attends sur le canapé, je suis en sueur chaude, sueur froide, je vais faire pipi toutes les 1 seconde et demie, je fais pipi des couteaux, enfin, voyez le oh, c'est tellement horrible les cystites. Ça va pas du tout, quoi. Et j'entends sonner et je prends mes dernières forces et mes dernières énergies pour lui ouvrir avec un petit sourire parce que j'ai été élevée et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, où, on garde sa dignité. En fait, je sais pas comment dire, mais pour moi, le sourire, c'est une bonne éducation, vous voyez? C'est inconscient et parfois, c'est pas forcément adapté à la situation et je devrais pas le faire. Je devrais pas m'obliger à garder une façade. Je devrais montrer que ça va pas. Je devrais accepter d'être vulnérable. C'est encore quelque chose aujourd'hui sur lequel je travaille. Mais alors, je peux vous dire que des années en arrière, c'était pas du tout un travail que j'avais conscientisé et donc j'ouvre la porte et je prends mes dernières forces pour lui dire, «Bonjour» avec un petit sourire quoi, par pudeur, parce que je suis gênée de lui demander de l'aide, parce que j'essaye de rester forte, comme on m'a appris quoi. Il me dit pas bonjour, il me dit pas merde. Première chose qu'il dit, c'est: «Bah, tu pleures pas?» Vu que je suis en train de sourire. Là, j'ai le sourire qui tombe tout de suite. Waouh! Je lui ouvre, il traîne des pieds et il s'affale sur le canapé en disant: «Je suis fatigué». Et sur le coup, moi, je lui dis: «Tu veux un verre d'eau? Merci beaucoup d'être venu». Enfin vraiment, en plus de ça, j'essaye de faire l'hôte chez moi alors que c'est littéralement moi qui ai mal. Et je fais un truc, oh là là, mais aujourd'hui, mais jamais je ferais ça. Mais bon, à l'époque, déjà parce que j'ai été élevée par une maman qui a évolué depuis, mais qui était vraiment au service de l'homme, c'est ce que j'ai vu et donc j'ai encore à ce jour des réflexes en moi archaïques de la nana qui sert son mec et même si je travaille énormément à changer ça, bah, à certains moments, il y a des trucs qui reviennent, vous voyez? Donc il est complètement affalé sur le canapé en me disant: «Ah, je suis fatigué, tu m'as réveillée en pleine nuit». Enfin bon, charmant, adorable et je lui dis la honte: «Écoute, je vais me relever toutes les 2 secondes pour aller faire pipi. Vu que tu es très fatigué, va dormir dans le lit». Je crois que j'avais appelé SOS médecin à ce moment-là, pendant que j'attends sur le canapé. Le gars ne se fait pas prier, il va directement dans le lit, se rendormir. Pardon, mais enculé, en fait, hein, on va dire les termes et je sais que je serai encore en en le petit E sur, Apple en mode explicite comme Eminem, mais en même temps, faut dire les termes, non, on est d'accord? Le gars, au lieu de me dire: «Tu as besoin de quoi? Je vais prendre soin de toi et tout», il me reproche du fait que je l'ai réveillé en pleine nuit, qu'il est fatigué et quand je lui dis, mais vraiment comme j'aurais pas dû, hein, ça, c'est de ma faute, on est d'accord. Mais je lui dis: «Va dans le lit, machin», le gars se fait pas prier, il y va. Le médecin arrive, on fait un test sur une bandelette et effectivement, l'infection est tellement forte qu'il y a vraiment beaucoup de sang qui est présent dans mes urines. J'ai vraiment une cystite, hardcore, hardcore. Il me donne un médicament et je me rendors sur le canapé puisque lui retourne dormir. Voilà. Mmh. Même mec, je me fais opérer de l'endométriose et à l'hôpital, il me dit: «À ton retour, je vais bien prendre soin de toi». Il le dit plusieurs fois et je me dis: «Oh, quelle chance d'être en couple, à un moment de vie quand même compliqué déjà dans ma féminité et puis aussi, juste dans le besoin d'être chouchoutée quoi». Parce qu'une opération, bah, c'est pas rien et puis c'est une opération qui me fout vraiment la trouille. Et donc je suis vraiment heureuse de savoir que, bah, j'ai un compagnon qui sera là pour prendre soin de moi. Ha ha ha! Cliffhanger! Après j'ai compris tout ça parce que j'ai eu aussi un anniversaire qui l'a saboté. Ma psy m'a dit que c'était vraiment classique des personnalités narcissiques qui ont beaucoup de mal à mettre la lumière sur quelqu'un d'autre qu'eux, vous voyez? Hem Il se trouve que le jour de mon retour à la maison, donc ma maman est présente et il n'a encore jamais rencontré ma mère. C'est la première fois. Moi, j'ai rencontré sa famille, lui non.
c'est quand même un couple sérieux, donc c'est vraiment une, rencontre importante, quoi. Je me lève, pareil, ça sonne, je me lève, ma mère devait être partie faire les courses, sinon elle lui aurait ouvert et je suis pas pliée en 2, mais je suis pliée, enfin comme les petites mamies courbées, quoi, parce qu'évidemment j'ai encore plein de pansements sur le bide, voilà, enfin je viens de me faire opérer, de l'endométriose, quoi. Le gars Je lui dis: «Tu veux un café, quelque chose?» Il s'installe directement sur le canapé, il met les jambes sur la coudoir, il sort son nouveau téléphone. Il avait mis genre 3 semaines à décider entre 2 modèles, il ne faisait que de parler de ça avant d'acheter son portable. Hem Et il fait: «Ouais, je veux bien, je sais pas, un café ou un truc comme ça». Donc je me retrouve à lui faire son café et à lui apporter son café, mais je marche au ralenti. Le gars, ça ne le gêne pas. Et là, il commence à me parler de son tel, de son tel, de son tel et au bout de 10 minutes, je me mets à pleurer. C'est triste. Je me mets à pleurer et je lui dis: «Mais je pensais que tu allais prendre soin de moi, c'est ce que tu m'avais promis». Le gars, mais vraiment, mais horrible. Je pensais qu'il allait m'apporter des fleurs, quelque chose. Vous savez ce qu'il m'apporte comme cadeau? Il m'apporte une gourde de voyage pour Tara. Non, horrible, horrible. Et là, il fait: «Ah mais oui, mais désolé, c'est vrai, j'y pensais plus», j'étais en mode: «Pas de souci». Enfin bon, bref, un peu humiliant, hein, de mon côté. Encore une fois, Dieu merci, j'ai évolué sur le sujet. Et là, ma mère arrive, il se lève, elle s'assied, elle lui pose des questions auxquelles il répond de façon succincte. Il continue d'être sur son portable. Moi, je suis hyper embarrassée, j'essaie de faire le lien entre les 2. Je fais: «Ah, on va l'appeler, Francis, Jean-Francis. Hein, Jean-Francis, maman t'avait dit que» vous voyez, j'essaye de faire du lien, de l'entertainment et cetera. Il est sur son tel, il est sur son tel: «Désolé, mais mon nouveau tel, compliqué» et cetera. Et puis il doit partir, donc je me lève douloureusement et je lui dis: «Ça va? Tout va bien?» «Oui, oui, très bien». «OK». Et puis il repart et c'est la seule chose qu'il a fait pour moi durant, cette hospitalisation. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez envie, d'être avec un homme qui vous traite de la sorte lorsque vous êtes malade? Je ne suis pas sûre. Moi, je me rappelle vraiment m'être dit à la fin de notre relation: «Attends, s'il se comporte avec moi pardon, comme ça maintenant, qu'est-ce que ça va être quand je vais tomber enceinte? Qu'est-ce que ça va être si j'ai une grossesse compliquée? Qu'est-ce que ça va être en postpartum? Je vais avoir un homme qui va être maltraitant avec moi». Et ça a été l'un des curseurs pour me dire: «Non, non, c'est pas possible et surtout je ne veux absolument pas, heu, offrir un papa comme ça à mes enfants». J'ai déjà eu un papa compliqué, je peux vous dire que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que clairement je fais le tri aussi dans mes relations, hein. Ça, c'est tellement important. Ouais, ça m'avait vraiment marqué ces 2 fois-là où je me suis dit: «Quel comportement de merde, aucune douceur, rien du tout». C'est fou parce que ce mec-là, j'en reste persuadée à l'heure actuelle qu'il était c'est très bizarre à dire, il était je pense il a été, je pense, amoureux de moi. Alors j'étais pas l'amour de sa vie, mais et je pense qu'il a quand même été amoureux de moi, mais il me détestait en tant que personne. C'est trop bizarre, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais il me détestait profondément en tant que personne, vraiment. Tout ce que j'aime chez moi, ce qui fait, la beauté de ma personnalité, c'était des choses dont il se moquait. Typiquement le fait que je sois, over excited d'un rien et cetera. Il avait fini par me persuader à force de se moquer de moi, que c'était un trait bizarre. Il avait même dit: «Mais tu sais, on en parle avec mes potes», enfin genre je suis pas la seule à le penser. Et par chance, après notre rupture, j'avais repris un verre avec mon premier amour qui m'a dit: «Mais attends, mais c'est le truc le plus mignon à propos de toi» et ça m'avait un peu recalibrée en mode: «Ah d'accord, donc en fait c'est pas un défaut, c'est juste que j'étais pas regardée par la bonne personne, quoi».
un autre sujet avec, cet amoureux-là, je pense que j'en reparlerai dans un autre épisode, mais c'est mon anniversaire. Je fêtais mon anniversaire, ça faisait des semaines qu'il me disait: «Je cherche ton cadeau parfait» et cetera. Puis au final, il arrêtait pas de me dire, qu'il faisait des listes et des listes, d'onglets pour chercher donc mon cadeau parfait. C'était un âge assez important en plus, un âge, qui compte et à un moment, je comprends qu'en fait, il fait une liste de fringues. Je lui dis: «Mais je t'avoue que j'ai pas très envie d'avoir des vêtements pour mon anniversaire» et j'ai compris et à l'époque déjà, je me suis dit et ça m'avait un peu vexée, il faisait une liste de fringues pour me relooker les gars. C'est horrible. Je lui ai dit: «Non, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir, ça compte pour moi, j'aime les objets, pas forcément, par exemple, il voulait absolument me trouver et c'était très généreux, mais un porte-monnaie Louis Vuitton. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui me fait plaisir. Avoir une marque pour avoir une marque, ça ne me fait pas du tout plaisir. Il y a rien de sentimental derrière tout ça. Je préfère vraiment que tu me fasses un album photo de nos meilleurs moments plutôt qu'un porte-monnaie Louis Vuitton, c'est pas ma came, quoi. Et je lui ai dit: «Non, non, je préfère un truc sentimental», donc bon, bref. Approche le jour de mon anniversaire et il me dit, «Écoute, il voulait faire quelque chose chez nous». Heu et il me dit: «Écoute, je vais pas avoir le temps de faire le ménage chez moi, donc on va le faire chez toi». Et sur le coup, je lui avais dit: «Franchement, je bosse toute la journée déjà chez moi». Désolée si j'ai le ventre qui gargouille, c'est alors cette fois-ci, non pas parce que j'ai faim, mais parce que je viens de déjeuner. Et je lui avais dit: «Oui, voilà, je bosse toute la journée chez moi, j'aimerais bien un petit peu respirer, sortir». Moi, ça me fait plaisir de faire un anniversaire et en plus, je le pense sincèrement sur les marches de Montmartre, genre une petite, nappe un peu romantique et tout, j'adore, quoi, mais pas chez moi et en plus de ça, du coup, c'est moi qui dois me taper le ménage. Fais chier, quoi. Il fait: «Bon, OK, chez moi». Au dernier moment, il me laisse pas le choix, en fait, ce sera chez toi. Bon, le jour arrive de mon anniversaire, c'est le jour où je rentrais de Nantes jusqu'à Paris. Le mec ne vient pas me chercher parce qu'il est fatigué. Il fait: «Non, non, on se voit mercredi plutôt, mercredi ça ira». OK. Je rentre chez moi solo le jour de mon anniversaire. Pas ouf, on est d'accord. Arrive le mercredi, c'était un dimanche. Arrive le mercredi, donc là il me dit: «Ce sera chez toi» et en plus de ça, mais vous êtes pas prêts, il me dit: «J'aurai pas le temps de faire les courses. Est-ce que je peux te faire un Lydia et tu fais les courses?» Non, là, je lui ai dit: «Tu déconnes, en fait, enfin, genre, non, là, c'est too much, tu me fais tout faire pour mon propre anniversaire, non». OK, le gars va faire les courses. C'est un mec qui était hyper doué pour faire des super petits apéros. Je me rappelle la première fois qu'on avait fait un date, chez lui, c'était pas notre premier date, mais le premier date chez lui, je m'étais dit: «Mais mec, c'est level vraiment, du groupe Big Mama, genre des trucs italiens, enfin trop stylé, quoi». Ce soir-là, c'est le vraiment l'apéro dînatoire le plus nul qu'il ait jamais fait, réellement. De tout ce qu'il a fait dans toute notre histoire, c'est le plus nul. OK, bon, on fait le petit apéro, il m'offre des cadeaux. C c'est pas forcément des trucs qui me font extrêmement plaisir, mais on sent quand même qu'il s'est décarcassé. Bon, donc c'est vraiment l'intention qui compte. Les cadeaux, c'est pas facile. Moi, c'est plutôt l'intention qui me touche plutôt que le cadeau en lui-même, encore une fois. Donc je suis touchée, je sens pas, comment dire? Je me sentais tellement déconnectée de lui que, par exemple, il m'avait offert une petite médaille, un petit collier avec une petite médaille et on avait un surnom entre nous, mais un truc pour rigoler, un peu moche, quoi et il avait noté ça et là, c'est vraiment une différence parce que lui trouvait que c'était romantique parce qu'il voulait pas que ce soit romantique premier degré, mais moi, j'adore les trucs romantiques et
Je sais pas, putain, c'est la femme de ta vie, la future mère de tes enfants et tu une médaille et tu un truc je sais pas. Honnêtement, ça aurait été avec quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être vachement fonctionné, mais avec lui, ça fonctionnait pas parce qu'on n'était pas du tout alignés et pas du tout connectés. En tout cas, j'avais reçu ça, j'étais en mode: «Ah merci!» D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites de vos cadeaux une fois que vous avez rompu avec la personne? Parce que moi, c'est par ailleurs, des bracelets, des colliers, des trucs vraiment jolis que j'ai reçus, mais je veux plus les mettre parce que pour moi, c'est quand même l'énergie de la personne, mais je veux pas les jeter, donc bon, j'ai un peu un cimetière de cadeaux d'ex. Tout ça pour dire qu'on mange l'apéro et que je commence à avoir un peu faim, en fait, parce que le truc est quand même assez léger et je me dis: «Bon, bah, gâteau d'anniversaire». Et il me dit: «Bah, attends, on n'a plus l'âge d'avoir un gâteau d'anniversaire et de souffler des bougies». Je fais: «Comment ça? Le gars avait pas pris de gâteau, pas de bougies». OK. Le lendemain matin, il me dit: «Non, mais j'étais fatigué, c'était un pré-birthday, on fera ton vrai anniversaire ce vendredi». OK, super. Et puis arrive vendredi, je lui dis: «Alors, on fait quoi?» Il fait: «Oh là là, tu vraiment jamais contente, tu pas reconnaissante, gna 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 gna». On n'a rien fait. J'ai pleuré, j'ai pleuré. J'étais tellement déçue. C'était un âge important pour moi qui comptait. J'étais tellement déçue. Voilà, voilà. Bah, je peux vous dire que ça vous fait, test, de la personne, hein. Parce que là, en l'occurrence, l'anniversaire, enfin, tu sens que tu pas du tout aimé par l'autre, en fait. Tu sens que tu es détesté. Tu es détesté, qu'on te connaît pas, qu'on n'a pas envie de te connaître, enfin, ouais. C'est fou, hein. C'est fou parce qu'à l'heure actuelle à l'époque, pardon et pourtant, quand même sur Insta, vraiment je déteste mentir, mais c'est vrai que je vais mettre une photo d'un instant et on avait l'impression que ça se passait super bien avec lui et objectivement, on était assez beaux ensemble et je pense que c'est honteux de le dire, mais je crois que c'était aussi ça qui me retenait. Ça devait me flatter en quelque sorte, de me dire: «L'image que j'ai du couple que j'ai envie d'avoir ressemble à ça», mais en fait la réalité me rendait misérable, misérable. Je suis quasiment certaine, vu tout ce que les médiums m'ont dit par le passé, que le mec avec qui je finirai sera pas du tout instagrammable, mais que je serai trop heureuse. Donc écoutez, mashallah, hein, vraiment. Voilà, fin de l'épisode. C'était des bons potins ça, non? Parce que je vous l'ai jamais raconté. Voilà, je vous fais des gros bisous, dites-moi ce que vous en pensez et puis on se dit à la semaine prochaine.